qu'il est bien de faire un petit point de droit et de distinguer ces deux droits que sont la sûreté d'un côté et la sécurité de l'autre. On parle toujours du droit à la sécurité, mais il y a un droit à la sûreté qui est premier, qui résulte, c'était d'ailleurs un des premiers textes de cette grande assemblée qui a été l'Assemblée constituante, qui est à l'article 2 de la déclaration de 89, qui pose le droit à la sûreté comme, dans le langage de l'époque, un droit naturel et imprescriptible de l'homme. Et ce droit, non seulement a valeur constitutionnelle, mais il est partie intégrante de l'ordre juridique constitutionnel. Que signifie-t-il? C'est un droit, j'insiste dessus, opposable à l'État. Il est opposable à l'État au nom du respect des libertés et des droits fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir, le droit à la vie privée, etc. Évidemment, il y a des restrictions à ces droits que le Conseil constitutionnel contrôle quand il fait bien son travail, ce qui n'est pas toujours le cas, et il contrôle la nécessité et la proportionnalité de ces restrictions. Peu sont indérogeables. Le droit à la dignité, traitement inhumain et dégradant, encore que, je pourrais en dire beaucoup là-dessus. Le droit à la sécurité, c'est autre chose. C'est autre chose, même si on a tendance à les confondre. Il est d'énoncé beaucoup plus récent. Il apparaît en 1995, dans le 21 janvier, qui est la loi connue sous le nom de loi Pasqua. Il est depuis repris dans un code qui est très significatif, ce code, pas le temps d'en parler, qui est le code de la sécurité intérieure, qui est un code récent qui date de 2012. Je ne résiste pas à vous le lire. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. La formule est évidemment cocasse, sachant à quel point les lois dites de sécurité intérieure, nous en avons eu beaucoup, n'ont cessé précisément de réduire l'exercice des libertés fondamentales. Et là, ça n'est pas un droit opposable à l'État, c'est un droit exigible, renvoyant au devoir de protection de l'État. Évidemment, il y a une grande polysémie du terme sécurité, et c'est l'une des raisons, je crois, de l'intitulé général de cette journée. On peut dire, pour clore sur ce point de droit, que depuis le rapport Bonne-Maison de 82, donc c'est pas maintenant, l'ensemble des partis et du personnel politique adhèrent à la prévalence de la sécurité dans les politiques publiques. C'est d'ailleurs le gouvernement Jospin qui a créé le Conseil de la sécurité intérieure, et le secteur social est définitivement intégré dans celui de la sécurité, avec les conséquences catastrophiques qui ne cessent de développer leurs effets, et notamment en matière de terrorisme. Deuxième point, rapide, pourquoi une table ronde réunissant des professionnels de la justice pénale et du travail social? Plutôt, pourquoi la justice pénale a tant à voir avec le travail social? Alors, les réponses sont multiples. On va en avoir un éventail. Je me placerai sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire du côté de la justice pénale. Plutôt que d'invoquer, comme on le fait très souvent, un objectif de préparation à la réinsertion pour ceux qui subissent une peine privative de liberté ou d'évitement de la réinsertion pour les peines de milieu ouvert, regardons du côté des personnes qui sont les sujets de prédilection de la justice pénale. Tous les auteurs d'infractions pénales constatées n'ont pas affaire à la justice pénale. Certains font l'objet en lieu et place de sanctions pénales, de mesures de régulation administrative, de réparation civile, voire d'arbitrage. C'est ce qu'on appelle un traitement différentiel des illégalismes. On doit la formule à Michel Foucault, et il ne faut jamais l'oublier. Et les catégories juridiques de sanctions, le droit est important là-dedans. Les catégories juridiques de sanctions sont des symboles de statut, pour reprendre une expression d'Erving Goffman.
m'est revenu en mémoire, alors que je réfléchissais à cette introduction, le livre de Loïc Vacan. Un des livres de Loïc Vacan. Il est paru en 2004 et il publiait alors un ouvrage retentissant qui opérait un rapprochement empirique et analytique entre politique sociale et politique pénale aux États-Unis. Comment s'appelait-il ? Punir les pauvres. Quand il est paru, si je veux être sincère, je pensais encore que l'Europe c'était différent. Mais s'il avait raison. Ce laboratoire vivant du futur néolibéral, comme il appelait les États-Unis, qu'il décrivait très bien, fut bien un modèle. D'abord pour le Royaume-Uni, bien entendu, mais plus largement, avec des nuances, bien entendu, mais pour beaucoup de pays européens. Et si dans les statistiques officielles françaises, il n'y a plus de distinction des condamnés en fonction des catégories socio-professionnelles, qu'il y a ces débats sans fond sur les statistiques ethniques, nous avons heureusement des chercheurs, comme j'en ai un à ma gauche, et qui publient des travaux qui ne laissent aucun doute sur la question. La justice pénale concerne, dans son immense majorité, je ne dis pas l'intégralité, mais l'immense majorité, des personnes en situation de précarité économique. S'agissant du milieu urbain, beaucoup vivant, on peut dire des ghettos, ostracisés dès l'école publique et puis dans l'accès à l'emploi, et développant, mais plus ou moins librement, des activités de survie dont, en effet, parfois, souvent, je pourrais dire, des petits trafics de stupéfiants. En disant cela, je n'oublie pas pour autant l'importance des caractéristiques personnelles de chacun, mais elles sont écrasées par le vécu quotidien d'une situation de précarité économique, culturelle et souvent familiale et affective. Alors, que peuvent dire des professionnels de la justice pénale aujourd'hui, CPIP, magistrats de la jeunesse et aussi assistante sociale, et vous, monsieur, qui êtes chercheur, je crois aussi. Voilà. Que peuvent-ils dire ? Eh bien, je pense surtout au CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ce que je connais le mieux, des injonctions dont ils font l'objet, tendant à minimiser le travail social, l'accompagnement, au profit de l'entrée en scène massive, et là, avec les lois terrorisme, c'est puissance 10, de psychologues qui sont prescripteurs de normes et d'évaluateurs qui promettent l'exercice, qui promettent plutôt l'absence d'incertitude et de risque dans les prises de décision. Que peuvent-ils dire de cette injonction, de cette plutôt indexation de la sécurité sur le seul paramètre d'une réitération d'infraction, et non plus seulement de la récidive, on est bien au-delà, dont l'effet certain que moi je constate sur un domaine que je connais particulièrement bien, et qui est l'exécution des peines, ce que je constate, c'est une formidable régression des droits des personnes détenues, durement et chèrement conquis ces droits, et d'abord par les personnes détenues elles-mêmes, au profit de peines éliminatrices, qui sont pourvoyeuses de désespérance et de violence, aussi bien du côté des personnes détenues que des personnels. Merci Pierrette, tu as brossé déjà très largement le problème. Et je voudrais ajouter quelques mots avant de présenter les intervenants. Travail social est à prendre ici non seulement en référence à un certain nombre de métiers identifiés, des métiers de terrain, des métiers de rencontre, des métiers de clinique, agissant souvent sur mission, sur
mission publique, donc un secteur qui n'est pas autonome tout à fait dans cette affaire, qui des missions qui sont données par la justice, mais aussi par l'administration et quelques autres, et des collectivités locales. Mais je crois qu'il faut prendre le travail social aussi comme un état d'esprit, comme un engagement plus large. Hein, et je dirais pas une citoyenneté, parce que le mot est souvent abusivement utilisé pour tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a un horizon de citoyenneté hein, qu'il faut également. Alors, pour avancer dans cette seconde table ronde, et dire quelque chose, lancer un peu le débat sur cet ailleurs, cet amont de la sécurité qui nous a réunis, qui nous mobilise aujourd'hui. Donc nous avons choisi d'évoquer, de mobiliser plusieurs intervenants occupant des places singulières dans cette affaire. Évidemment, on ne pouvait pas prendre quelque chose de représentatif de l'ensemble de ces questions, qui sont confrontées tout à la fois à la question de la sécurité, si tant est que le terme puisse être pour l'instant utilisé, tu as tout dit ce qu'il fallait dire sur le sujet, la sécurité, à la fois comment la comprendre et comment y tendre. Hein, c'est un premier problème tout à fait important, concrètement, sur le terrain. Et puis, deuxièmement, l'insécurité, j'allais dire son contraire. Comment agir ? Comment agir ? C'est une autre question qui est posée, qui n'est pas tout à fait la même. Il faut identifier, d'ailleurs, ces deux notions. Alors, nous avons donc choisi pour cela trois types de personnes, parce que les troisièmes sont doubles, alors ça fait quatre. D'une part, Xavier Delarmina, un chercheur qui est à la gauche de Pierrette, qui a travaillé donc sur les services d'insertion et de probation et publié en 2014 Hors les murs, un ouvrage sur les peines alternatives à la prison. Et puis à ma droite, Jean-Pierre Rosenzweig, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, auteur de très nombreux ouvrages sur la justice des mineurs, on peut dire ça quand même, hein, mais aussi militant associatif, c'est peut-être un aspect moins connu, d'une part pour la défense des droits de l'enfant, ça c'est un engagement ancien et permanent, et puis plus récemment à travers une association des citoyens réservistes de l'éducation nationale que tu as créée et que tu présides. Voilà. Ça peut surprendre. Ah non, non, c'est pas ça. D'accord. Alors, et puis ensuite, s'agissant, alors là, d'une situation topique, j'allais dire, par rapport à notre souci, parmi de nombreuses situations possibles, on a retenu un temps de travail et d'exposition sur la situation de la Grande Borne à Grigny, dans le 91, dans l'Essonne, et une cité de 3600 logements, dont on peut parler en termes de survie, de stigmatisation et de parcours chaotique. Je modère mes appréciations, vous les préciserez vous-même. Alors c'est Amar Eni, un éducateur de formation, attaché territorial et anthropologue de terrain, ça va, c'est acceptable, et Christiane Henry, assistante sociale de formation et surtout militante de terrain, elle aussi, qui auront la parole, Sylvain Lazarus, qui a été annoncé, étant empêché. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, si on a le temps. Alors, il y a de nombreuses questions qui sont communes à tous. Comment penser la sécurité et l'insécurité ? Je fais exprès de rattacher ces deux notions. Quand la situation économique et sociale est fortement détériorée, les enjeux sont difficiles à démêler. On a vu hier soir, d'ailleurs, le débat après le film, et à formuler. C'est pas la même chose, démêler, formuler, dire des mots qui sont à peu près porteurs. Il faut se situer dans des nombreux débats qui existent je pense par exemple à cette opposition entre radicalisation de l'islam et islamisation de la radicalité. Il y a des références sur ce terrain. C'est pas un jeu de mots. Ça fait partie de la façon dont le débat se structure aussi publiquement. Alors, comment et à qui parler de toutes ces observations et pratiques de terrain ? Où ça va, tout ça, que nous disons, que d'autres disent, qu'on ressent, qu'on observe. Comment parler, par exemple, avec les habitants et comment vous faites sur place. Car il y a aussi des habitants qui ne sont pas forcément exposés directement, mais qui observent aussi, qui voient, qui sont une ressource. Et de façon plus générale, comment parler de cela à nos concitoyens. D'ailleurs, l'initiative d'aujourd'hui a cette ambition-là. Hein. Que faire avec la commande publique quand elle enjoint aux professionnels de lutter contre la radicalisation? Parce que ça,
c'est un message fort, puissant de ces derniers temps. Quand on sait bien que la sécurité est ailleurs, on y participe tous à la preuve de votre présence, que le mal vient de plus loin, comme a écrit Badiou, et que tout cela demande du temps, j'allais dire, du temps social, du temps éducatif, bref, du temps. Ça affirme une temporalité. Alors que le temps actuellement, on le sait bien, devient aussi une marchandise. Le temps éducatif, le temps, etc. Une marchandise, et on est dans un contexte aussi de financiarisation de tous ces objets sociaux, avec les social impact bonds et autres prises de contrôle de tout ce secteur-là par des groupes financiers, des banques, etc., etc. Donc on est dans une période de désocialisation du social, pour aller vite. Et puis enfin, peut-être, non, je vais m'arrêter là, peut-être, comme ça sera tout à fait bien, puisque je vois Roland qui fait les gros yeux là-bas. Merci Roland. Alors, je donne tout de suite la parole à Xavier. Merci. Merci surtout pour l'organisation de cette journée, parce que je pense que ce genre de débat, effectivement, est très important. Et donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, ne pas perdre de temps, moi, je vais vous parler, alors je ne prétends pas vous parler au nom des professionnels de la justice, mais à partir de ce qu'ils m'ont dit, de ce que j'ai pu observer de leur travail en tant que sociologue, pour ma part. Et donc plus particulièrement, moi je travaille depuis 10 ans à peu près sur les travailleurs sociaux de l'administration pénitentiaire, en France, aussi en Belgique, plus récemment. Et donc plutôt que vous essayiez de vous résumer péniblement différents aspects, ou je ne saurais presque pas par quel bout prendre le problème des peines alternatives, là ici en 10 minutes, ce que je voulais faire, c'est essayer de tisser un fil entre les politiques de lutte contre la récidive, sur lesquelles j'ai plus particulièrement travaillé, et les politiques de lutte contre la radicalisation, qui sont là au cœur de l'actualité et dont on a l'impression d'être un peu bombardé. Et l'idée, c'est d'essayer de faire ressortir quelques caractéristiques communes sur ces questions-là, pour donner prise à une critique un peu plus globale, et justement essayer de chercher, en espérant trouver la sécurité ailleurs. Donc je pars de janvier 2015, et depuis janvier 2015, sur la question du terrorisme et de la radicalisation, on a vu une succession de mesures, de lois adoptées dans l'urgence, souvent, qui visent tantôt soit à rassurer la population, soit aussi tantôt à lui faire peur. Et face à ça, les professionnels de terrain, donc en particulier au sein de l'administration pénitentiaire, se disent, eux, plus souvent dépassés ou désabusés par ces annonces, par ces injonctions qui leur sont faites, par ce qu'ils qualifient de commandes politiques, qui à la fois donc, est prise dans l'urgence, dans la précipitation, mais dont la seule logique, en tout cas souvent dans les discours qu'on entend de la part des professionnels, serait, et des citoyens aussi, une logique d'affichage politique, donc rassurer, faire peur, etc. Un exemple concret, c'est la décision, juste après les attentats de janvier 2005, donc dès le mois de janvier, de regrouper les détenus radicalisés dans des unités dédiées. C'est une expérimentation qui avait été menée de manière isolée à partir de novembre, donc 2 mois avant, dans la prison de Fresnes, et sur laquelle, dès janvier, il y a un premier rapport qui dit que c'est pas la solution et qui est très critique vis-à-vis de cette expérience. Et malgré tout, pour annoncer quelque chose, puisque la question se posait de la prison comme lieu de radicalisation, alors qu'évidemment c'est bien plus large que ça, il y a cette décision qui est prise de généraliser un dispositif où tout le monde s'accorde, encore récemment des services de l'inspection pénitentiaire, d'autres rapports d'associations et d'organismes, dressent un bilan critique. Et donc on a cette idée de dispositif un peu sans queue ni tête, qui tombe du ciel au fur et à mesure parce qu'il faut faire des annonces. Et au contraire, je voudrais non pas prendre le contre-pied, parce qu'effectivement c'est vrai pour une part, mais ici essayer de souligner une forme de cohérence ou de continuité dans ces politiques sécuritaires qui sont menées. Mon hypothèse, ou l'idée en tout cas qui me trotte dans la tête là depuis un certain temps, c'est qu'en fait les politiques de lutte contre la radicalisation, elles ne font, à part donc c'est certains dispositifs comme ça cosmétiques, mais elles font que recycler des recettes plus profondes qui ont déjà été éprouvées en matière de lutte contre la récidive, parce que c'est celle-là sur laquelle j'ai travaillé, mais qu'on retrouve dans pas mal de dimensions du travail social, de la justice et au-delà. Je voudrais du coup souligner juste 3 points
qui me semblent caractéristiques de ce fil rouge. C'est, premier point, l'instrumentalisation des travailleurs sociaux, et notamment en matière de renseignement. Il y a une volonté qui se matérialise, par exemple dans la loi du 3 juin 2016, de faire des travailleurs sociaux, y compris les travailleurs sociaux de l'administration pénitentiaire, des auxiliaires des services de renseignement qui doivent donner des informations sur des signes, des risques de radicalisation. Et donc ça entre en tension avec la pratique professionnelle et la notion de secret professionnel qui permet de travailler, qui permet de travailler dans la confiance avec les personnes, de créer du lien, et finalement d'établir une relation pour, dans l'idée, aller vers davantage de sécurité, mais donc une autre sécurité. Et l'idée de renseigner, de partager l'information, mais c'est même pas un partage, puisque c'est même assez asymétrique, c'est donner des renseignements sans finalement avoir grand-chose en retour. Et donc ça implique une forme de méfiance, de suspicion vis-à-vis de son public, et donc c'est une rupture de ce lien-là. Donc c'est un premier problème, et concret et assez important qui se pose. Le deuxième point, c'est une logique de catégorisation des populations, c'est-à-dire comment on fait, on veut lutter contre la récidive, on veut lutter contre la radicalisation, et du coup c'est qui on cible, de qui il s'agit. Et donc il y a cette logique dans les administrations de développer des grilles avec des indicateurs. Alors on a vu des grilles de radicalisation circuler dans l'éducation nationale, mais donc il y en a aussi une qui vient d'être établie dans l'administration pénitentiaire et qui était sans être formalisée, qui circulait aussi dans les services depuis plusieurs mois. Des instruments d'évaluation, alors là on passe encore à une échelle au-dessus des grilles, des instruments d'évaluation standardisés qui passent parfois par des logiciels, par des formes de calcul. Là aussi, l'administration pénitentiaire avait développé un premier outil qui a finalement été abandonné et actuellement vient d'être expérimenté et adopté un nouvel instrument de ce type qui permet de dire des risques de récidive. Alors pour le moment c'est sur la récidive, mais donc on pourra peut-être calculer un pourcentage de radicalisation de telle ou telle personne. En tout cas c'est tel que c'est pensé. Et ces indicateurs, tels qu'ils sont construits, ils ciblent des groupes, alors, finalement. Ils arrivent à cibler des catégories de la population, ce qui conduit à des formes de stigmatisation, discrimination. On va cibler, là aujourd'hui on parle tout d'un coup, la radicalisation, c'est les salafistes. Les chercheurs qui travaillent sur la radicalisation montrent que c'est pas du tout aussi simple que ça. Pour la récidive, c'est la catégorie, je vous le fais vite avec des guillemets, les jeunes de banlieue. Donc c'est des grandes catégories génériques, un peu fourre-tout, mais que ces indicateurs permettent d'englober et donc de montrer du doigt, mais surtout de prendre en charge, comme l'a rappelé Pierrette, c'est la question de punir les pauvres est très concrète et palpable dans l'administration pénitentiaire. Et c'est d'autant plus pernicieux que cette désignation publique, cet étiquetage, finalement, participe à l'ancrage et la progression dans la déviance, dans la délinquance, dans la radicalisation. Le fait d'être stigmatisé, montré du doigt, si ce n'est pas forcément un élément déclencheur, c'est un élément qui participe à un processus et qui participe à construire un ancrage. Donc finalement, on a tout faux. Et le troisième levier, et je m'arrêterai là, c'est la logique de psychologisation des interventions et d'individualisation à l'extrême de la prise en charge du traitement. C'est-à-dire on cible des groupes, d'un côté, de manière très, très générique, avec un grand filet, et ensuite on prétend appliquer à ces groupes sociaux des prises en charge très individualistes. Individualisées avec, je dis psychologisation, mais c'est même psychopathologisation. C'est-à-dire on considère que finalement c'est un problème individuel, interne, chez ces personnes qu'il suffirait de traiter médicalement ou voilà, avec différentes méthodes, traiter avec des groupes de parole, un suivi thérapeutique, etc. Mais tout en occultant finalement toute cette dimension politique, toute cette dimension sociale, qui est pourtant au fondement de la prise en charge, enfin, du problème à la base, mais aussi au fondement du départ de la prise en charge, puisqu'on cible les catégories sociales. Et ensuite, on tend à l'oublier complètement. Et donc ça, c'est valable pour la récidive. Encore une fois, c'est valable pour la radicalisation. Donc voilà ce que je voulais en dire, ce qui n'est pas un constat très encourageant, hein, mais qui, en essayant d'identifier les différentes sources, donc l'instrumentalisation des travailleurs sociaux sur l'enseignement,
la catégorisation et la stigmatisation de groupes à risque dans la population et la psychologisation de leur traitement au détriment des dimensions politiques et sociales. En identifiant ces dimensions, c'est peut-être la meilleure manière d'essayer de lutter contre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter conjointement contre ce que je disais au début, les politiques prises dans l'urgence et cette espèce d'agitation politique visible d'affichage. Ça aussi, il faut pouvoir le critiquer, il faut pouvoir le remettre en cause, mais aussi aller chercher la logique sous-jacente qu'il y a derrière et qui n'avait pas attendu les attentats, qui n'avait pas attendu les faits divers, puisque la politique de lutte contre la récidive, c'est aussi en général suite à des faits divers qu'elles sont prises, et qui n'attend pas comme ça des événements singuliers, essayer de retisser le lien entre tous ces éléments. Et je vous remercie. Alors, sans transition. Merci. Merci de l'invitation et merci de me l'avoir rappelé, d'être là aujourd'hui. Quelques mots à partir de ma démarche à la fois professionnelle et militante. Professionnelle, j'étais juge pour enfants pendant 30 ans, notamment à Bobigny, trop pour certains. Et puis militante, engagée. Je ne peux plus partir de Bobigny parce que j'avais un président de la République accroché à mes basques. Alors, je vais essayer d'être rapide sur une question qui est infiniment complexe, donc je vais être frustré, vous allez être frustré, je vais essayer de planter quelques points de repère sur des questions qui sont infiniment complexes et qui rejoignent ce qui a été dit en première table ronde sur l'information et ce qui vient d'être développé. Et essentiellement centré sur la justice des mineurs, c'est-à-dire sur la justice des moins de 18 ans. Mais on peut extrapoler, parce que c'est quand même une justice expérimentale. On disait il y a encore quelques années que c'était quelque part une sorte de Vietnam judiciaire, de guerre d'Espagne. C'est là où a été expérimenté toute une série de choses qui ont été reprises ensuite dans la justice des majeurs, même si actuellement on participe, où on constate un recul, une régression, un changement de cap. 3 points très rapides, un constat, une orientation générale et puis des priorités pour les temps qui vont venir. Le constat, c'est qu'effectivement, par rapport à l'insécurité qui résulterait des jeunes, la France a peur, elle avait peur des jeunes, elle a peur des islamistes aujourd'hui, des jeunes musulmans, des quartiers, des banlieues, enfin bref, grosso modo, la France a peur et elle a identifié, surtout dans les campagnes électorales, elle a identifié les jeunes et les plus jeunes comme étant les fauteurs de troubles. Au sens juridique du terme, pour faire un peu de droit comme Pierrette, ne pas oublier qu'il y a une césure à 18 ans. Avant 18 ans, après 18 ans, on est un majeur, avant 18 ans, on est un enfant. Au sens juridique du terme. Donc je parle essentiellement des moins de 18 ans. Donc les enfants, les moins de 18 ans, les mineurs, donc les personnes de moindre intérêt, comme disent certains, seraient les fauteurs de troubles majeurs. C'est faux. Ils sont chiants, c'est faux, mais les vieux sont aussi chiants, c'est faux, c'est vrai, pardon. En tout cas, si on prend les chiffres, c'est vrai que la délinquance juvénile, dans la part de la délinquance révélée, hein, pas la délinquance réelle, a augmenté. On est passé de 14% dans les années 80 à 20% en 99, mais on est redescendu à 17% aujourd'hui. En d'autres termes, contrairement à ce qu'on dit, s'il est vrai que quantitativement la délinquance des jeunes a augmenté, la délinquance des adultes a aussi augmenté, et celle des jeunes, des moins de 18 ans, a moins augmenté que celle des adultes. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un fait préoccupant, que ce soit un fait politique. Mais c'est pas la peine de chercher à jouer à Chéri fais-moi peur. Il n'y aurait qu'un enfant maltraité, il faudrait avoir un dispositif de protection de l'enfance maltraitée, mais il n'y en a pas 140 000, 150 000 comme certains l'affichent. Donc les réalités sont importantes et faire de la science serait plus utile que de faire du scientisme comme c'est le cas et comme certains politiques l'ont fait très très régulièrement. D'où la conséquence effectivement sur ces bases qui étaient erronées. Une autre raisonnement erroné, c'est la répression qui peut cantonner la réitération. Ce qui est une connerie majeure. Quand un jeune fait une connerie, il en fait 10, c'est une séquence de vie. Quand on vole une fois, on vole 10. Donc l'objectif, c'est que délinquant un jour, il ne soit pas délinquant toujours. Grâce à quoi ? Grâce, j'allais dire, à un accompagnement familial, social, sociétal. C'est la loi non pas de 1945, mais c'est la loi de 1912 avec l'introduction du travail social pour essayer de ne pas s'arrêter aux faits, mais de transformer la personne. C'est pas une sous-justice des adultes que la justice des mineurs, c'est une autre justice. Ça, c'est jamais dit. Alors, résultat concret, bien entendu, on va appliquer dans la dernière période les recettes que l'on croit pertinentes de plus de répression à l'égard des jeunes, et ça ne produit pas ce que ça devait produire, et je vais vous montrer que ça produit un effet
absolument inverse. Alors on l'a vu, je vais très vite, hein, là, tu m'arrêtes, hein, parce que là je suis parti vraiment très loin. Donc ça va déboucher sur le flagrant délit pour les mineurs. Et au passage, puisqu'on est tous des militants, c'est intéressant de savoir qu'il y a 20 ans ou 30 ans, les travailleurs sociaux seraient descendus dans la rue si on leur avait parlé de flagrant délit pour les mineurs. Et aujourd'hui, les travailleurs sociaux de la PJJ posent des bracelets électroniques. Et ils ont été formés en psychologie, en psychiatrie pour placer des bracelets électroniques et ils ne sont pas dans la rue. Enfin, moi non plus, d'ailleurs, enfin bon, c'est pas le problème. Alors, en d'autres termes, flagrant délit pour les mineurs, et puis monter en puissance aussi du parquet, c'est très important. Vous le savez, vous ne le savez pas, les 65% de la délinquance révélée ne sont plus traités par les juges pour enfants, mais par les procureurs de la République. À la limite, pourquoi pas, tout dépend de ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas corporatiste pour un sou. Et on va vers, au passage, pour pas que je n'oublie pas, puisqu'on est dans un lieu prospectif, on va vers une certaine déjudiciarisation, parce qu'à donner trop de choses à faire à la justice, on noie la justice, donc on est conscient à droite comme à gauche qu'il faut transférer. Et on va vers une municipalisation de la gestion de la délinquance juvénile. Et la question politique qui va être posée, est-ce que les garanties plus ou moins formelles, mais qui quand même existent, on est quand même dans un pays démocratique, côté justice, est-ce qu'on va les retrouver sur le territoire? Est-ce qu'il y aura une présence d'avocats? Est-ce qu'il y a du contradictoire? Est-ce qu'il y aura à faire appel? Vous voyez, des questions qui sont des questions importantes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 95-2012, montée en puissance des lois répressives, on en a fait 10, 12 concernant la justice des mineurs, au point où certains disent, on a tellement changé l'ordonnance qu'on ne la reconnaît plus, il faut la supprimer, en mettre une autre. Bon. Mais sauf qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre à la place. Puisque s'il doit y avoir un droit pénal spécial des mineurs, ça ne peut pas être le droit pénal des majeurs. Ben justement, 45, c'est un texte qui prend en compte la personne. Alors tout ça pour dire qu'effectivement, jusqu'à 2012, on l'a détricoté. La question qui est posée, c'est est-ce que 2012, on a retricoté? On a fait un palier. La réforme Taubira, qui aurait dû être votée, réformant l'ordonnance de 1945, que je soutenais pour la forme, mais sur le fond, je pensais que c'était totalement inutile, n'a pas été votée. La seule chose qui va être votée, c'est la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs, qui est renvoyé à 1912. Mesure symbolique. L'enjeu, il n'est pas de changer la loi, il est de mettre en œuvre la loi. Ce qui est important, c'est l'article 12.3 de l'ordonnance de 45, qui veut que désormais, loi de 2011, applicable à partir de 2013-14, toute mesure éducative prononcée à l'égard d'un enfant doit être mise en œuvre dans les 5 jours. Et non pas dans les 40 jours ou jamais. En d'autres termes, garantir qu'effectivement, l'approche éducative qu'on a prise va être incarnée. Non pas, j'ai des indicateurs, mais une équipe éducateur est réellement intervenue. C'est pas changer la loi qui est important, c'est mettre en œuvre la loi. Allez, c'est pas grave que la réforme Taubira n'ait pas été votée. Le truc important qui a été mis en place, j'oublie toujours le nom, c'est pas l'approbation, mais ce qui a été voté, la loi Taubira, c'est la contrainte pénale. Inutile, c'est vrai. Et tu peux le dire par rapport au sursis mis à l'épreuve et tout ce qu'on veut, mais elle trahit une philosophie. Bon, si, sur le fond, elle trahit une philosophie. La loi, c'est aussi les exposés de motifs, c'est très important. En tout cas, on n'est pas allé très loin. Ce que je voulais vous dire, c'est que la dynamique 2012, et je rejoins ton propos, toi, pour une fois, Pierre, c'est que de droite comme de gauche, on reste dans cette idéologie qu'il faut réagir et qu'il faut réagir sévèrement. Et alors, le paradoxe, je me suis amusé à le faire pour mes étudiants, depuis 2010, plus on a forcé, depuis 2002, plus on a forcé la loi, moins les juges ont suivi. Baisse de toutes les incarcérations sur les mineurs. Baisse des sursis simples. Baisse des sursis avec mise à l'épreuve. Le paradoxe, c'est qu'on ne le dit pas, mais la justice, toute cause confondue, fait de la résistance. Oui, je parle des mineurs. C'est mon propos, c'est sur les mineurs. Donc, en d'autres termes, histoire de vous faire réagir et ne pas me faire échapper quand même, j'aurais tendance à dire, rendez-nous Sarkozy. Ah oui, paradoxalement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est quittons les approches simplistes et au premier degré et faisons ce que disaient nos amis journalistes tout à l'heure, faisons du fond, faisons du travail de fond. Et quand on fait du travail de fond, on s'aperçoit que la délinquance juvénile existe, que effectivement la tendance est à la répression, que c'est une mauvaise tendance, et quels sont les bons moyens pour mettre en œuvre les mesures éducatives, et sûrement pas un affichage de loi comme ça se fait. Deuxième point, l'orientation générale, c'est, dans un lieu comme celui-ci, c'est de reconceptualiser les choses et de savoir les exprimer et d'être au clair. Et être au clair, c'est dire les devoirs découlent des droits. Or, le statut juridique de l'enfant est en train de se dilater à l'heure actuelle. Autant on a pu parler des droits de l'enfant en 89, aujourd'hui on parle du droit à l'enfant. Les manifs, c'est sur GPA et PMA. Je veux un enfant. Et non pas les enfants ont des droits, ce qui n'est pas la même chose. Regardez le débat sur la fessée. Je suis même sûr que dans la salle, beaucoup de gens ne sont pas favorables à ce que ça bouge. Moi, j'ai reçu des fesseurs, on n'en est pas mort. Ben, c'est tout le débat sur autorité et éducation qui est posé. Et que ce pays,
patrie autoproclamée des droits de l'homme, avec l'Angleterre, j'allais dire, n'est incapable d'aborder quand 27 pays du Conseil de l'Europe l'ont déjà fait. On se gausse. En d'autres termes, derrière, il y a des problèmes de représentation. Là encore, il faut qu'on ait un débat de fond. Est-ce que les enfants ont des droits? Est-ce qu'ils peuvent exercer leurs droits? Jusqu'où ils peuvent exercer leurs droits? Ce gosse qui a tué, il ne s'agit pas, bien entendu, de le féliciter, tué et violé, qui a été condamné, qui avait 17 ans et 11 mois, qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, comme un adulte. Comme un adulte, hein. En d'autres termes, dans ce pays, contrairement à ce qu'on croit, on peut condamner un enfant comme un adulte. Eh bien, il peut être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il n'a pas le droit de demander son émancipation. En d'autres termes, puisqu'on est dans un lieu très politique, la question qui nous est posée dans les temps qui viennent, c'est que pour les moins de 18 ans, ils aient un statut civil à la hauteur du statut pénal. Et c'est un paradoxe qu'il faille dire ça aujourd'hui. Normalement, c'est du statut civil dont découle. C'est parce que tu es connu pour responsable de tes actes qu'on tire les conséquences et que tu peux éventuellement en rendre compte et être puni. Voilà. C'est ce que je voulais sur le deuxième point. Et on en est loin, y compris à gauche. Troisième point, et je dois arriver bientôt à la limite, troisième point sur la pratique et sur les urgences. Il y a deux grandes urgences. Enfin, et je rejoins le débat sur non pas sur le terrorisme, mais sur la radicalisation et l'engagement d'un certain nombre de jeunes qui sont radicalisés. Hier, j'étais à un colloque où un politologue, j'ai l'air à choquer la salle en disant que les explications du fait qu'un certain nombre de jeunes s'engagent dans le terrorisme, c'est pas les trucs économiques, c'est pas les problèmes culturels, c'est pas les problèmes religieux, puis ils achètent, il a fait rire tout le monde, il avait raison, ils achètent l'islam pour les nuls. Comme moi, actuellement, je suis en train j'ai acheté l'islam, le basque pour les nuls, parce que je suis au conseil municipal dans un pays basque. Bon. Et il a choqué tout le monde en disant, ce qui fait problème, c'est que c'est pas tout ça. C'est qu'il y a l'instinct de mort qui est majeur. En d'autres termes, fondamentalement, ils ont envie de tuer. Et quelqu'un dit dans la salle, mais comment on peut faire? Et j'étais amené à répondre, s'ils vont tuer comme les gens ont envie de faire du mal, c'est parce qu'autour, il n'y a pas d'environnement. Il faut refaire environnement auprès de ces jeunes. Il faut qu'il y ait une présence d'adultes, une présence sociale, il faut qu'il y ait de l'espoir, il faut qu'il y ait des perspectives, il faut qu'il y ait du sens dans la vie. Et c'est bien parce que il n'y a pas tout ça que certains jours leur proposent, c'est les mafieux de trafiquer sur la drogue, ou les autres d'aller rechercher 70 vierges en tuant. En d'autres termes, la question technique qui nous est posée, c'est comment recréer du lien avec des jeunes, et c'est pas facile, les éducateurs le savent, comment créer du lien avec des gens qui rejettent tous les gens qui participent du système. Et ça passe par, volontairement je vais prendre, pour aller très très vite, deux trucs absolument contradictoires. Petit 1, il faut remettre, j'allais dire, en perspective qui fait autorité et qui exerce des responsabilités sur les enfants dans le champ familial. C'est le problème des beaux-pères, des belles-mères avec 1 500 000, 2 millions de gosses qui ne sont pas élevés par leurs géniteurs. Et au bout de la chaîne, et c'est pour faire transition, il faut qu'il y ait lancer des passerelles vers les jeunes et les groupes et les quartiers qui sont en difficulté à travers le travail social et notamment à travers la prévention spécialisée. L'urgence des urgences, c'est pas de rayer les crédits de la prévention spécialisée comme sont en train de le faire la plupart des départements sauf le Val-de-Marne. Ce qu'il faut, c'est au contraire multiplier les gens qui vont de l'autre côté de la frontière, les nouveaux hussards de la République, ceux qui vont recréer du lien, recréer de la confiance et qui vont contribuer à condition d'être aidés par d'autres qui mènent une politique générale, de combler le fossé qu'il y a dans la tête des jeunes entre droit réel et droit formel. Il faut retrouver la confiance. Et pour terminer, et on en est loin, hein, et pour terminer, parce qu'on est pris par le temps, la question politique qui nous est posée, c'est d'aborder les questions de sécurité mais à travers mes concepts, qui sont notamment le concept d'ordre public. Et il y a 3 concepts d'ordre public, à court terme, moyen terme et long terme. Court et moyen, c'est la justice, les policiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs. Et long terme, c'est les politiques. En d'autres termes, les politiques sociales, c'est le Conseil de sécurité intérieure de 89 auquel tu faisais allusion implicitement. En d'autres termes, il ne suffit pas de contenir des jeunes qui aujourd'hui posent problème si dans le même temps, on n'évite pas que des enfants qui n'ont pas de problème aient des problèmes. Et pour que vous le compreniez, très concrètement, il faut mettre du social à l'école. C'est ce que je disais un jour à M. Guéant et à M. Sarkozy, qui voulaient me faire délégué interministériel à l'enfance et à la jeunesse. Ils me disent, quelles sont les premières mesures que vous prendriez? J'ai dit, M. Guéant, la première chose que je ferais, c'est que vous avez su mettre des préservatifs à l'école, il faut y mettre les travailleurs sociaux. Bon, ça l'a un peu choqué, mais enfin bon. J'ai jamais été délégué interministériel à l'enfance et à la famille. En d'autres termes, l'enjeu, derrière la plaisanterie, quand je plaisante, je suis toujours hyper sérieux. Il faut remettre des gens qui font passerelle avec la société, par rapport à des gens qui sont, j'allais dire, isolés, dans l'isolement individuel et collectif, et c'est avec le travail social dans l'établissement scolaire, non pas pour repérer, parce que M. Guéant m'a dit, le président a prévu de le faire. Je lui ai dit, oui, est-ce que vous avez prévu de le faire? Le faire, c'est de mesurer le périmètre des crânes, pour savoir si un gosse de 3 ans aujourd'hui sera délinquant à 10 ans.
Moi, je vous demande de mettre de l'amour, pas de la pédophilie, de mettre de l'amour à l'école, du lien. En d'autres termes, à travers le gosse, et là je suis très politique, et c'était à un moment donné la politique qu'on avait au niveau de l'Europe, c'est comment, à travers la prise en charge, la prise en compte d'un enfant, comment on va aider les familles en difficulté. Et c'est ça, faire du social. Merci. Bonjour et merci. C'est difficile de passer après M. Rosenberg. J'ai essayé de préparer un document, mais je vais essayer de m'en passer un peu. La première chose que je voudrais dire, c'est que, pour ma part, en revenant sur ce qu'a dit M. Rosenberg, ce qu'a dit aussi le sociologue dont j'ai oublié le prénom, et surtout les journalistes tout à l'heure, si j'entends ce qui est dit, et je partage en tout cas en sous-mots, c'est qu'il existe pour moi, en tout cas de l'endroit où je me trouve, ce que j'appelle des mots corrompus. Il y a des mots qui, à mon avis, sont saturés et qui ne permettent plus de penser. Alors, je suis de ceux, je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas je suis de ceux qui pensent que le mot ghetto fait partie de ces mots corrompus. Parce que ghetto a introduit une idée de zone de non-droit, et sur la grande borne, moi je peux vous garantir que la police, elle vient quand elle veut, elle est présente, voilà. Donc pour moi, il y a des mots qui ne correspondent pas. Issus de l'immigration, par exemple, pour moi, c'est aussi un mot corrompu. Des gens qui sont en France depuis 50 ans, on a besoin de dire qu'ils sont issus de l'immigration. Bon, voilà, c'est mon cas, entre autres. Hein. Je veux dire, j'ai le sentiment d'avoir toujours été français, mais pourtant, je vois qu'on parle de moi, on dit il est issu de l'immigration. Bon, c'est des choses comme celle-là. Et donc, des mots corrompus, à mon avis, ça nécessite de travailler. Et pour moi aussi, quelque chose aussi, un mot qui est corrompu, dont on ne parle pas ici, mais qui pourtant me semble de bon sens, c'est le mot sécuritaire. Tout à l'heure, Michel parlait d'insécurité. Ça, c'est quelque chose, j'ai du mal à réfléchir, mais sur sécuritaire, pour moi, c'est un mot qu'il faut interroger. Et qu'est-ce que ça veut dire, sécuritaire ? Sécuritaire, il est dans l'esprit... pour beaucoup, c'est l'extension de lois plus répressives dans la sécurité. Pour moi, c'est pas du tout ça. Je veux dire, sécuritaire, c'est une autre fonction de l'État, c'est une autre place de l'État, dans lequel il s'attaque aux libertés, il s'attaque à la démocratie. Mais c'est pas un mot anodin. Et je pense qu'il faut l'interroger. Il est très, très compliqué. Alors, en tout cas, il rejoint des attitudes de représailles et non d'éducation. Tout à l'heure, Michel disait que on travaillait sur la Grande Borne avec, puisque un des auteurs des attentats de l'Hypercacher habitait un temps à la Grande Borne, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré souvent, avec lequel j'ai discuté souvent, et même quelques jours, 2 semaines avant qu'il commette l'irréparable. Et donc j'ai eu l'occasion de le voir. Moi, je partage un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, en tout cas, l'anthropologue que vous citiez ou le sociologue, pour moi, c'est pas un crime religieux. Pour moi, son idée de tuer quelqu'un était bien antérieure à son passage à l'acte. Et pour lui, tuer quelqu'un n'était déjà plus immoral depuis bien longtemps déjà. Et alors, on pourrait l'expliquer, il faudrait rentrer dans un constat, ce serait un peu long. Mais voilà. Et avec lui, ce que nous on appelle avec Christiane, il y a des gamins depuis longtemps qui ont échappé à des modes d'éducation ou autres. Ils ont construit leurs propres règles, leurs propres codes, avec lesquels on oublie de parler un peu quand il y a eu la désindustrialisation et l'intrusion de l'héroïne dans les quartiers. Il y a eu toute une sorte de fonctionnement qui rentrait en dissidence de l'État, en tout cas des règles. Et ces gens, au travers des trafics de drogue ou autres, se sont crus, à un moment donné, ont cru que tuer faisait partie d'une règle ou autre. Et puis, pour eux, le meurtre est devenu banal. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui pensaient qu'à un moment donné, ils avaient, en tout cas à Grigny, pensaient qu'ils étaient au courant que telle personne avait tué ou que d'autres avaient été tués. Et puis, il y avait une sorte de banalisation du meurtre. Après, de la banalisation du meurtre au crime qu'on a vu, je ne sais pas comment ça s'est opéré, mais ça me semble moins... en tout cas, ça devient plus possible dans leur esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, tout à l'heure, M. Rosenberg parlait de la prévention spécialisée. En tout cas, sur Grigny, il n'existe plus d'interlocution éducative. Il n'y a plus de gens qui aillent rencontrer les jeunes dans les lieux où ils se trouvent, où ils se passent. Il n'y a plus de personnes d'adultes. Voilà, d'adultes, pas forcément des policiers, pas forcément des enseignants, bon, pas forcément. Mais il n'y a pas d'adultes qui sachent dire ça, c'est pas possible.
il y a très peu d'adultes qui aillent les voir et dire ça c'est pas possible. Et avant de commencer un travail dont Christian nous en parlera un peu plus tout à l'heure, il s'avérait qu'après les attentats de janvier 2015, on travaillait, nous, sur ce qu'on pouvait avec Christian et Sylvain Lazarus qui n'est pas là, mais je vous en dirai 2 mots plus tard. On travaillait sur l'idée de la paix. Est-ce qu'il y a la possibilité de construire un chemin de la paix au travers de tout ce qui a été dit là tout à l'heure. Et donc, en interrogeant des jeunes que j'avais connus il y a plusieurs années et tout, je me suis dit, je vais essayer de discuter avec eux. Puis en marchant, je me suis retrouvé dans un hall d'immeuble. Un soir, il était tard, il devait être 22h. Et je me suis retrouvé tout seul face à des grands gaillards. Alors vous allez me dire, je suis pas très grand, d'accord, donc tout le monde est grand pour moi, mais ils étaient vraiment grands et costauds. Et puis en discutant un peu, j'ai pris une position en disant, voilà, sur la question de la paix et tout. Puis très vite, ça a dérapé. Et les gens m'ont parlé, qui étaient là, en disant, ouais, mais voilà, ils ont assassiné Mehdi Coulibaly, c'est extrêmement grave. Et puis il y avait le récit du complot, il y avait le récit de tout ce qu'on pouvait entendre. Et j'essaie de poser en me positionnant en tant qu'adulte, en disant que c'était le meurtre qu'il y avait eu là, c'était ni acceptable et tout. Bon, enfin, je vais pas revenir sur les sources que vous aurez dit vous aussi. Il y a ce coup, la tension est montée. Et donc la tension est montée. Et puis moi qui pensais avoir des alliés à l'intérieur du groupe, parce qu'il y avait une quinzaine, je me suis retrouvé tout seul un soir, je vous dis à 22h, dans un quartier où il n'y avait pas de lumière, dans un hall d'immeuble où il n'y avait pas non plus de lumière, au haut des murs, il était écrit, il ne peut pas y avoir de paix sans manger Mehdi Coulibaly, c'était là-dessus que j'étais intervenu. Et je me suis dit, je regardais partout si dehors il y avait un allié, quelqu'un qui allait venir pour ne pas se retrouver tout seul. Mais bon, comme ça, j'ai rien vu venir. Et donc j'ai eu peur. J'ai eu cet instant. Alors, quand j'ai tenu des discours, les gens ont dit oui, mais t'es un antisémite. Je ne me souviens plus des mots, mais des mots un peu bizarres aussi. Et très vite, j'ai eu ce réflexe, alors peut-être l'expérience, peut-être je ne sais pas, en leur disant, j'ai repris à mon compte ce qui aurait pu être dit dans cette grille de lecture que sont les codes de ce que pourraient être les codes du quartier. Donc je leur ai dit, mais est-ce que parmi vous, il y en a un qui est parti saluer la maman, lui présenter ses condoléances? Est-ce que quelqu'un d'entre vous est parti cantiner pour donner de l'argent pour l'enterrement? Est-ce que quelqu'un de vous a fait ceci? Et d'un seul coup, il y avait un silence parce que rien, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire valoir un code du quartier dans lequel ils n'étaient même pas en accord, puisqu'ils n'avaient rien fait de tout ça, ils n'avaient pas été voir la famille, ils n'avaient été voir rien du tout. Et d'un seul coup, les esprits se sont apaisés. Et puis, on s'est retrouvés, donc les gens qui étaient agressifs à mon égard sont partis en me disant que j'étais un collaborateur, je ne sais pas quoi. Et ils sont partis, je suis resté avec un autre groupe de jeunes. Et donc, on a commencé à discuter, on a parlé de plein d'histoires et tout. Et à ce moment-là, le lendemain, j'ai appelé Christian et quelqu'un qui s'appelle Sylvain Lazarus en leur expliquant la situation. Et il y avait aussi des mamans, parce qu'il y avait eu d'autres meurtres liés à la drogue avant. On a réuni, on a fait un collectif et on a essayé de discuter avec ces gens. Et on a essayé de discuter, de voir qu'est-ce que pouvait être une interlocution éducative auprès de ces jeunes. Et donc on a, pendant combien de temps 8 mois. Pendant 8 mois, une fois par semaine, on a réuni des professionnels, des jeunes, des mamans, et essayer de réfléchir d'abord ce que pouvait être le mot paix, comment on pouvait construire quelque chose de nouveau. Là. Et en réalité, c'est là où c'est décevant. La relation avec les habitants, elle est toujours présente parce qu'il y a une vraie demande. La relation avec les jeunes, il faut savoir que les jeunes qu'on voit, je les vois toujours aujourd'hui. Et bon, on se moque d'eux parce que je me moque d'eux là-dessus et tout, mais chacun d'eux a repris un chemin qui me semble, en tout cas pour l'instant, encourageant, et ça s'est arrêté un peu. Mais on s'est retrouvés, nous, dans la mesure où on travaillait là, à se retrouver, être jugés par d'autres autorités en disant qu'on était complaisants à l'égard, parce qu'on avait un discours différent, à l'égard du terrorisme. On était complaisants à l'égard des trafiquants de drogue qu'il y avait sur le quartier et tout ça. Il y a même un courrier qui est adressé, signé d'une autorité de la municipalité. Et que je pense, moi, une des choses que je pense le plus, c'est qu'il nous faut, ce que disaient très bien, très justement mes deux partenaires, que si on ne réfléchit pas à ce que pourrait être maintenant une interlocution éducative, mais en dehors de l'école, parce que dès qu'on parle de ces choses-là, on pense éducation qu'à l'intérieur de l'école. On ne pense pas du tout éducation en dehors de l'école. Et à mon sens, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir l'école à nouveau, pas la réinterroger, mais il nous faut à tout prix réfléchir à une interlocution éducative, à des formations pour des nouveaux praticiens, en dehors de l'école, et dans des moments précis, avec des publics qui ont changé, qui sont différents. Je pense qu'il faut aussi avoir cette réalité, qu'il faut l'avoir de plein pied.
Juste un instant, je voulais parce qu'il ne se souvient pas de moi, M. Rosendeg. En réalité, j'ai embêté il y a longtemps. J'ai travaillé comme éducateur de rue et j'ai toujours pensé que la loi, elle était importante, qu'il fallait travailler, non pas laisser les codes du quartier s'imposer comme une valeur sûre, mais travailler sur l'idée des codes. Donc on est venu avec un petit groupe de jeunes, vous vous souvenez? Et on a travaillé sur un ouvrage qui s'appelait Adon, ambassadeur de la loi. Et donc il nous a aidé à le mettre en place, à corriger les fautes, à mettre, parce qu'on avait dit aussi des bêtises, beaucoup de bêtises, même si on avait été moins. Et il nous avait aidé à travailler ça. Et donc ce livre-là, on se l'est fait publier par le CERN, par l'Éducation nationale. Et après, il nous a été interdit parce que je me suis positionné dans un article contre M. Sarkozy et les pratiques qu'il avait faites là-bas. Et donc notre livre, voilà, il est passé à l'eau. Mais les enfants vont bien, M. Rosendeg. Oui, c'est difficile de prendre la parole de l'ailleurs dont vient de vous parler Amar. Surtout quand on a vécu pendant des années, j'allais dire, la faillite de l'État. En tout cas, pour ma part, c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus douloureux. J'étais, de ma place de travailleur social, très attachée à la question de l'État. Et je vous dirais que j'y croyais dur comme fer. Dans une triangulation dont mes élèves, et il y en a quelques-uns ici, se souviennent, une triangulation où je situais la question de l'usager dans un pôle d'un triangle imaginaire, la question des professionnels, et évidemment c'était des professionnels du social dont je parlais, mais on pourrait parler d'autres professionnels, les journalistes tout à l'heure vous en ont dit quelques mots, et puis des décideurs. Et j'avais toujours construit l'idée que, attelé à un décodage de ce que j'appelais les besoins, l'expression des besoins, attelé à ce décodage-là, il devait y avoir impérativement la question de l'interpellation des décideurs. Identification des décideurs et interpellation des décideurs, dont l'État, évidemment. Sauf que le décideur État, moi, je ne l'ai plus vu. Progressivement, il a disparu. Via la loi de décentralisation 81-82, j'y avais cru. J'avais cru que la proximité des décideurs politiques allait permettre, j'allais dire, un travail sur l'expression des difficultés qui se présentaient de plus en plus avec la crise, etc. Mais bon, les décideurs de proximité qui étaient le Conseil général se sont avérés totalement préoccupés par différentes autres choses, et entre autres l'affichage, et puis progressivement l'instrumentalisation des travailleurs sociaux, comme on a entendu tout à l'heure parler de l'instrumentalisation des journalistes, mais il en est aussi, je pense, des magistrats, exactement de la même manière, et des enseignants, et des plombiers, et des électriciens, etc., etc. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai tenté d'orienter mon travail à ma manière, un peu autrement. Mais ça s'est fait, j'allais dire, sans trop de grande conscience de la chose, sinon une impérative obligation, voilà, de faire autrement. Voilà. Et quand à une certaine période, j'ai été conseillère technique à la DAS de l'Essonne, j'ai été particulièrement interrogée par la question de Grigny. Il y avait des tas de communes qui semblaient en difficulté, mais Grigny en particulièrement. Pourquoi ? Parce que l'État gardait encore à l'époque une espèce de vigilance. Aujourd'hui, moi je dis que c'est devenu un État vengeur. À l'époque, c'était un État qui restait vigilant. Vigilant pourquoi ? Parce que la question de l'exclusion dérangeait, se faisait voir, se manifestait, etc., beaucoup trop. Et si on pouvait la gommer un peu,
La DAS ETA, il y avait encore une DAS ETA à l'époque, la DAS ETA était peut-être là pour ça. Et comme j'étais le travailleur social, l'un des travailleurs sociaux de la DAS ETA, avec un inspecteur qui est peut-être là dans la salle aujourd'hui, bonjour Michel, voilà, on a fait un espèce d'attelage, un peu difficile par moment, hein, parce que voilà, un inspecteur, c'est un inspecteur quand même. Hein. Moi, j'étais assistante sociale, vaguement conseillère technique, parce que personne ne me demandait de conseil. Mais bon, j'étais un peu habituée à ça. Et la question de Grigny m'interpellait déjà. À cause de quoi? À cause des expulsions locatives. Je recevais très très régulièrement par le préfet des avis d'expulsion locative sur la ville de Grigny. Et en fait, il n'y avait pas d'expulsion réalisée. Ça a commencé comme ça, dans les années 90. Pas d'expulsion réalisée alors que j'avais des avis d'expulsion constamment sur mon bureau. Et impossible d'en savoir davantage. Il y a un bailleur, 3600 logements, vous disiez Michel tout à l'heure, un bailleur au Pivois, pour ne pas le citer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des avis d'expulsion, pas d'expulsion, parce que je le saurais quand même. En SDAPL, section départementale des aides publiques au logement, je vous en passe, c'est les meilleurs. Il n'y avait pas de signalement non plus du bailleur pour des impayés de loyer, donc je me dis, je ne comprenais pas bien. Donc c'était comme des signes d'alerte un peu pour moi. Et voilà, on a mené des investigations avec Michel Marquis, qui est là dans la salle aujourd'hui, pour essayer de comprendre. On a mis 6 mois avant d'avoir des résultats. 3600 logements, tenez-vous bien, ça a commencé comme ça, 3700 impayés de loyer. Il y avait quand même quelque chose qui tournait pas rond. Voilà, on a mené des enquêtes supplémentaires, et puis voilà, on s'est aperçu que alors, le dialogue avec le bailleur a fait que la qualification de Grigny, c'était déjà celle d'une zone de non-droit. On a même ajouté un jour un non-lieu. Alors un non-lieu, qu'est-ce que c'est qu'un non-lieu quand c'est un lieu? Je ne sais pas trop. Voilà comment les choses ont commencé. Et puis on a mené alors un travail absolument énorme pour tenter de remobiliser par niveau de risque et par conscientisation des risques. On réunissait les gens par petits groupes de 10 et niveau de risque pour qu'ils partagent la notion de risque d'expulsion et qu'on rétablisse la question de possibles expulsions. Parce que les gens finissaient par se tranquilliser dans l'idée qu'il n'y aurait pas d'expulsion puisque le maire semblait les empêcher. Ils ne les empêchaient pas toujours, mais il semblait les empêcher. On était rentré dans du non-droit. Voilà. Après ça, il y a eu des expulsions réalisées. Il y en a eu une qui nous a introduit dans ce que moi j'ai appelé déjà la banalisation de la mort, puisque il y a eu une expulsion réalisée dans des conditions très très douloureuses, et une urne funéraire d'une mère qui était décédée peu de temps auparavant a été emmenée dans une décharge. Et il a fallu aller récupérer l'urne dans la décharge. Voilà, j'appelais pas ça banalisation de la mort encore à l'époque, mais quand on a fait le chemin en arrière, il y avait déjà des signes de banalisation de la mort. Voilà. Ensuite, nos travaux, si je puis dire, parce que j'appelle pas ça des travaux, ont porté sur nouer de la parole. Et l'inscription avec Sylvain Lazarus et Amar dans ce dialogue tellement compliqué à nouer, certainement pas autour de la notion de sécurité, certainement pas autour de la notion de citoyenneté, certainement pas autour de la question de sûreté. C'est des mots, Amar dit, ce sont des mots saturés. Moi je dis que ce sont des mots du côté de l'État, qui est devenu pour les gens qui vivent à Grigny, mais aussi dans bien d'autres banlieues, un État vengeur. Donc il est hors de question de nouer un lien, on parle de lien, très bien, mais ce lien c'est quoi? Sinon de la parole partagée, et il est hors de question d'utiliser ces mots-là. Et si moi je suis venu ici aujourd'hui, c'est pas à partir du mot sécurité, parce que ce mot, je n'en peux plus de ce mot-là. C'est à partir du mot ailleurs.
Voilà. Et je crois que je vais arrêter là parce que je voudrais qu'on noue aussi un bout de dialogue. Cet ailleurs-là qu'on ne décrira pas parce que Grigny aujourd'hui c'est le chaos absolu. Au nom du sécuritaire, on a troué la Grande Borne, elle s'appelle la Grande Borne, la grande cité de Grigny, la cité HLM, la cité de logement social, il y en a une autre à côté, qui s'appelle Grigny 2 et qui est du logement privé. C'est pire. C'est pire. Le grand souci des gens de Grigny 2, qui sont voués aux agences qui louent les logements à 2 ou 3 personnes pour avoir des cautions, c'est de passer du logement privé au logement social à la Grande Borne. Et la Grande Borne a été un lieu vivable pendant longtemps. Elle est aujourd'hui trouée par une route à presque 4 voies, au nom du sécuritaire. Voilà, donc la Grande Borne est un véritable lieu, un véritable chaos. Des trous, des grues, des bulles. Les enfants se sont attaqués il n'y a pas très longtemps aux bulles. Un week-end, ils ont mis le feu, peut-être aux bulles, je ne sais plus. En tout cas, ils ont détruit des engins. Parce qu'au fond, ils savent que cette route-là, c'est presque une honte. Donc, Grigny est un véritable chaos. Et dans ce chaos, alors, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. C'est cette tentative de parole nouée à partir des vrais mots des gens. Voilà. Mais, en même temps, c'est un véritable balbutiement. Un balbutiement. Donc, hier soir, j'étais là et j'ai craint de ne pas pouvoir venir aujourd'hui parce que les mots d'hier, d'abord, ce n'est pas les mots d'aujourd'hui. On a vraiment d'autres mots, là, aujourd'hui. Mais les mots d'hier, après ce film, moi, j'ai pas pu dépasser ça hier soir. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on est là ensemble.